Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Gillet. Bonjour, comment tu vas? merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Bah ça va super, ça fait plaisir de venir seulement une journée à Paris et de quand même pouvoir caler une interview avec toi, donc merci beaucoup. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Alors, petite question pour connaître l'artiste que tu es et puis connaître l'homme également. Tu viens de Belgique. Ouais, tout à fait, je suis bruxellois. Et bruxellois, j'y suis né, j'y grandis et j'y vis. C'est là que j'ai étudié aussi pour devenir acteur. Et je continue à bosser là. Et j'ai à bosser de temps en temps une journée à Paris et je préfère ça. Je préfère ça dans ce sens-là en tout cas. Comment est née ta passion pour l'image et la création? Piouf! Ça remonte à très 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 loin. Moi, j'ai déjà une maman qui est un peu dans le business et elle fait du théâtre avec des gamins dans le quartier. Et en fait, très vite, elle m'inscrit dans ces cours-là. Et je suis le petit chiant parce qu'en fait, c'est ma maman la prof et donc je suis vraiment le petit casse-couille. Mais ça fait naître un truc quand même. Et puis alors, vers 12-13 ans, je vais commencer à faire du cirque. Ça va me faire complètement quitter le théâtre. Et puis, et c'est en grandissant que je me suis ramené vers ça parce qu'en fait, les circassiens, ils bossent trop. C'est beaucoup trop difficile d'être circassien pro. Il faut travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, alors que dans le jeu, dans le théâtre et la caméra, c'est quand même, c'est pas exactement le même type de travail. Et donc là, je me dis, je vais tenter. Et là, je rentre au Conservatoire Royal de Bruxelles à 19 ans. Et puis voilà. Donc le moment clé où tu te rends compte que tu vas devenir comédien, c'est surtout avec ta maman. Ouah, c'est progressif. C'est progressif. C'est progressif, mais c'est vrai que disons que j'ai à la maison quelqu'un avec qui je peux en parler, avec qui quand moi à 16 ans je dis oui, mais quand même c'est pas un vrai métier, c'est quand même compliqué. Elle me dit bah tente, ce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir, ça c'est clair. Et donc ouais, elle m'a soutenu vraiment là-dedans. Toute ma famille m'a toujours soutenu là-dedans, et donc ça c'est une belle chance. Quels ont été tes premiers projets marquants? Alors mon tout premier projet vraiment marquant, on sort tout juste de l'école, on sort tout juste du conservatoire, et j'ai des potes qui veulent monter Bent. C'est un film qui parle de l'homosexuel, enfin de la communauté homosexuelle en 36 à Berlin. Donc pendant que les nazis vont prendre le pouvoir, eux ils sont plus ou moins protégés parce qu'il y a un peu des dirigeants nazis qui traînent avec eux et tout. Et puis du jour au lendemain, ils sont wanted et ils se font tous déporter. Et donc Ben, ça raconte vraiment cette histoire-là. C'est vraiment le milieu des cabarets à Berlin et l'interdiction de ça. Et du coup, on monte ça quand on est tout gamin, on a 22-23 ans et on monte ça. Et c'est un très 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 beau texte, c'est vraiment hyper théâtral, mais c'est aussi très historique et très politique. Et du coup, je dirais que moi ça c'est un peu un bon lancement. On l'a joué hyper localement dans notre quartier, hein, on va pas se D'accord. mentir. Quelle influence cinématographique nourrit ton travail? Ouf, ça c'est une vaste question. Ah. Moi, j'adore les. En fait, disons qu'il y a un peu les deux extrêmes. J'adore d'abord les énormes blockbusters. Il n'y a rien à faire, moi, quand ça pète dans tous les sens, quand il y a des super-héros, quand il y a des super-pouvoirs. J'adore ça. Je suis un immense fan de One Piece, par exemple. Je suis trop content que Netflix l'adapte. Et puis, par ailleurs, j'adore du petit cinéma hyper social avec juste une petite caméra à la main et qui raconte l'histoire des vrais gens dans le quartier, quoi. Et ça me touche énormément, évidemment, les frères Dardenne pour citer des Belges, et puis je ne retombe jamais sur son nom, évidemment, maintenant. La guerre, le gars qui joue des syndicalistes, le français qui joue tout le temps des syndicalistes, qui est absolument incroyable, et donc ça va me revenir plus tard. Tarantino? Non. Non, en français. Vraiment, il est récent, il est encore, il vient de faire un film avec ses deux fils qui, un des deux bascule vers l'extrême droite. On ira voir Orchamps. Ouais. J'aurais dû rechecker. Tu as fait le festival d'Avignon en juillet 2025. Tu as présenté Rimbaud, Verlaine, Violence.
Alors moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui t'a poussé à aborder les thèmes de la violence et de la romantisation des relations toxiques? Exactement. En fait, c'est d'abord, je trouve que c'est un problème. La manière dont on a tendance, que ce soit au cinéma ou n'importe où dans la culture, à, à rendre chouette, romantique, stylé des relations qui en fait sont dégueulasses. En fait, font juste du mal aux deux parties ou plus. Et c'est vraiment comme si ça nous envoyait l'image que en fait, pour avoir une relation super, il faut une relation quand même où on se tape un petit peu dessus, où on se fait quand même un peu du mal. Et je trouve ça de la merde. Donc ça m'intéressait déjà et puis je suis tombé sur le fameux film Eclipse Total qui justement raconte à l'américaine l'histoire entre Rimbaud et Verlaine. Film intéressant, vraiment, c'est DiCaprio qui joue Rimbaud, c'est vraiment cool. Mais justement, ils mettent à mort l'accent sur le fait que waouh, c'est des poètes maudits, se taper dessus, mais quand même c'était des génies. Et c'est quand même hyper romantique. Et en fait, en regardant ça, je dis, ah, mais non, pas du tout. En fait, il y a plein de choses à raconter hyper intéressantes dans leur relation. Et alors, il y a aussi l'aspect que, et ça se voit très bien dans le film, Verlaine était violent avec sa femme, Mathilde Mottet. Mathilde Mottet, elle a vécu une année d'enfer, Maria Rimbaud, à Verlaine. Et, euh, et c'est présenté comme un truc un peu stylé, et à aucun moment, cette femme n'a voix au chapitre. Et donc, quand on est parti là-dessus, nous, on vient, dans notre formation au Conservatoire de Bruxelles, on vient d'une formation très classique. On a bossé les poètes, on a bossé leurs textes, etc. Et on a envie de parler de cette histoire avec leurs poèmes, mais un peu en prenant un autre angle. Et Un donc, décalé, ouais. hein, Un peu en décalé. un peu, en tout cas, donc je dis, on est des techniciens de la poésie, donc il n'y a pas de souci, on est vraiment carré là-dessus. Mais par contre, on a envie de montrer que non, c'est pas cool une relation où on se tape dessus, et encore moins quand c'est Verlaine, le grand Verlaine, qui tape sur sa femme Mathilde Mottet, parfaitement inconnue, même si elle a écrit un bouquin. Donc ça a été vraiment un spectacle du coup qui a abouti sur un truc qui est à la fois poétique et à la fois politique. C'était vraiment important pour nous. Tu as été metteur en scène sur cette pièce J'ai beaucoup trop de casquettes sur ce spectacle. et tu es également comédien. Je joue dedans, je joue Rimbaud, mais j'ai aussi écrit en partie avec l'équipe, mais j'ai écrit vraiment toute la trame et j'ai mis en scène. C'est mon bébé de A à Z. J'ai fait aussi une bonne partie de la production. Maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe de la production, de la post-production, qui s'occupe de vendre le spectacle, etc., de le faire tourner. Mais Vanina Mancé, d'ailleurs, que je remercie. Et par contre, ouais, c'est vraiment un spectacle dans lequel que j'ai accompagné, qui est mon bébé de A à Z, quoi. Tu as été combien de mois de travail pour faire la mise en scène et également le comédien? C'est très difficile de répondre parce que donc ce qui est sûr, c'est que c'est la création du spectacle qui prend le plus de temps. Moi, entre le moment où je vois le film, où je commence à avoir des idées euh, et où j'ai déjà travaillé leur poésie par avance, et le moment où je couche les premières lignes sur le papier, c'est il y a bien 3 ans. Par contre, une fois que je m'y mets, moins de 3 mois plus tard, il y a un texte, il y a un texte qui est correct, et moins de 2 mois plus tard, on joue. Donc, une fois que je m'y mets, et alors d'ailleurs c'est assez marrant, mais la condition réellement de production a fait que progressivement, comme j'avançais dans le texte en même temps qu'on avançait dans les répètes, et on avait déjà une première qui était prévue, progressivement du spectacle, Rimbaud a de moins en moins de texte. Parce que progressivement, je me rends compte que je vais jamais pouvoir bosser tout ce texte sur ce timing-là, quoi. Et en fait, du coup, au final, ça fait une super bonne balance parce que on installe vraiment qui sont ces deux-là pendant toute la première moitié, et après, on parle plus des aspects plus politiques qui concernent en fait, du coup, dans ce cas-ci, un peu moins Rimbaud, ou en tout cas, il cause moins, quoi. Je suis toujours tout le temps sur scène, mais c'est plus représentatif, c'est plus. Donc en fait, ça nous amène à créer d'autres choses parce que à un moment donné, je me rends compte que c'est trop de taf. Du coup, les acteurs qui jouent dans cette pièce, c'est qui? Alors, Antoine Moddifalis, qui est mon frère de toujours, on co-dirige la compagnie Artaban ensemble, compagnie Artaban, donc qui est la compagnie qui produit.
Ouais, lui, il est tout le temps là. Moi, quoi que je fasse, quoi qu'il fasse, on est tout le temps en binôme. Et puis à côté de ça, il y a Valérie Stasser qui joue Verlaine, qui a fait ses études avec nous et depuis le début, je l'imaginais lui. C'était vraiment, euh, c'était vraiment une espèce de coup de cœur par rapport au rôle de Verlaine. Mais Valérie, entre-temps, a 2 enfants et donc c'est plus compliqué de tourner. Donc on vient de le doubler avec Boris Olivier qui a fait ses premières dates ici à Avignon en 2025 et dans l'idée qu'ils alternent pour le futur. Et puis alors, on a pareil, à la création, on avait Laurie William qui a fait vraiment les premières dates en Belgique. Et puis après, dès que ça c'était prévu de tourner, elle a préféré lever le pied. Et donc c'est Marine Zovi qui nous a rejoint maintenant depuis plus de 50 représentations et qui est une plus jeune comédienne, mais vraiment bourrée de talent. Je la salue également. Quel défi rencontres-tu aujourd'hui en tant que créateur indépendant? Lequel? Bah c'est la thune, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ouais, là, donc suite donc à la réussite relative du Rimbaud Verlaine, on est en train de créer le suivant. Donc sur la même recette, on est en train de développer un spectacle sur la vie de Aragon et Elsa Triolet, qui ont été des grands résistants. Et donc c'est l'idée de parler de montée du fascisme, l'idée de parler de lutte contre l'extrême droite, avec les textes de 2 des plus grands auteurs et autrices du XXe siècle. Donc c'est un bonheur. Au niveau artistique, c'est vraiment un bonheur et c'est entre guillemets facile parce qu'ils ont énormément de matière et leur vie est extrêmement documentée et leur vie était très 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 remplie. Donc raconter une belle histoire, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de payer les gens. Donc là, on est vraiment en période de production. Et donc, on est en recherche de partenariats, si ça vous intéresse de vous proposer comme partenaire, si vous êtes par exemple un lieu culturel. Et donc là, on est plutôt dans une période où on rencontre les théâtres, où on rencontre des artistes, où on rencontre des gens qui pourraient accueillir ou soutenir le spectacle pour créer un dossier, pour obtenir des subventions, etc. Et ça, en fait, c'est des mois et des mois et des mois et des mois de travail. Et donc, évidemment, c'est ça le frein. Si on n'avait pas ces freins-là, ouais, on pourrait créer un spectacle par an sans aucun souci et il serait quali. Donc voilà, en gros. Comment vois-tu l'évolution du théâtre et du cinéma à l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle? Waouh, vaste question. Je suis pas expert du tout de l'intelligence artificielle. J'y connais pas grand-chose en vrai. Moi, les réseaux sociaux, ça m'a pas paru un souci. Ça m'a paru un médium de com comme un autre. J'ai pas eu l'impression que ça a Tu t'en occupes tellement. toi-même? Ouais, on s'en Ouais. occupe en alternance. Mais oui, oui, je le fais en grande partie moi-même. Alors c'est vrai qu'il y a le problème que quand je suis en phase de créa, en phase d'écriture ou quoi, en fait on poste très peu parce que et au contraire quand on n'a pas d'actualité, on poste très peu aussi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas des gros, c'est pas c'est pas là-dessus qu'on travaille le plus. Mais moi, ça m'a pas paru changer le milieu, particulièrement changer le secteur, ni changer le système de création, si ce n'est que c'est un sujet à aborder intéressant. On a créé un spectacle en 2001 non, 2021, je dis n'importe quoi, 2021, sur les dérives sécuritaires en Europe post-2001 justement, mais post-attentat 2001. Et il y avait tout un gros chapitre sur la collecte de données via les réseaux sociaux et l'utilisation et le profiling de gens, etc. Donc c'est un sujet assez intéressant. Par contre, l'IA, je trouve c'est trop récent pour s'exprimer là-dessus. Je connais pas mal de gens du secteur qui l'utilisent justement pour écrire les dossiers et qui en fait sont plutôt contents des résultats parce que justement ça leur fait gagner du temps sur toute cette période de prod qui sont très lourdes et qu'en fait pour lesquelles on n'est pas les meilleurs puisqu'on est principalement artistes. Mais par contre, je vois pas bien. Il est pas là encore le jour où une IA va écrire un spectacle correct et qu'elle le mettra en scène correctement et qu'encore moins qu'elle le jouera correctement. Donc par contre, les camarades qui travaillent dans le doublage, eux, ils se font du souci et et je pense à raison de ce que je comprends, de ce que je parle avec eux. Moi, je fais pas de doublage, mais de ce que je parle avec eux, ils voient vraiment leur masse de travail réduire parce que ils sont remplacés progressivement par l'IA. Et donc ça, là, il y a un point à faire parce que vraiment, il y a une profession à protéger vraiment, c'est mon avis. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite suivre la même voie que toi? Alors moi, j'ai fait beaucoup de jeunes publics.
Tout le début de ma carrière, j'ai parcouru les routes d'Espagne avec des grands classiques francophones qu'on jouait pour les écoles en Espagne. Et donc j'en ai rencontré des milliers, en fait, des gamins qui... Et parfois, à la fin, ils venaient nous trouver en disant « Oh, moi j'aimerais bien faire ça ». Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est si tu as envie de faire ce métier, fais-le. Si tu as envie d'être une star, le fais pas. En fait, être une star, c'est difficile. Être acteur, être metteur en scène, vivre de ce métier-là, c'est pas si difficile. C'est pas pour autant que c'est facile, c'est du boulot. On a des périodes de galère, on a des périodes de plus mortes, plus vides, mais c'est pas si difficile d'être un bon acteur, d'être un bon metteur en scène, d'être un artiste. C'est très difficile d'être une star. Donc, si tu veux être une star, le fais pas. Moi, c'est toujours mon conseil. Si tu n'étais pas artiste, quel métier aurais-tu fait? C'est une bonne question. J'ai failli être prof. Ouais, prof de français? Ouais, j'aurais été prof de français en français langue étrangère si. En fait, j'ai commencé les études pendant la semaine entre le résultat de mon examen d'entrée enfin entre l'examen d'entrée et le résultat au conservatoire. J'ai fait une semaine en français langue étrangère, donc enseignement du français aux personnes qui le parlent, aux adultes qui le parlent pas encore, notamment des personnes immigrées, etc. Et donc ça m'a intéressé. Après, est-ce que je serais resté là-dedans? Difficile à dire. Vraiment, j'en sais rien. Sinon, un truc social. Je serais dans le social. Je serais plutôt dans la lutte quelque part dans les quartiers. Voilà, ce genre-là. Le regard d'un artiste peut-il encore changer le monde d'aujourd'hui? Ah, j'en suis certain. Ouais. J'en suis absolument certain. Je pense qu'on a un vrai travail. Je pense pas que tout seul. Je veux dire, c'est pas un artiste qui va changer les choses dans le système dans lequel on est. Ça, je pense pas. Ni même un groupe d'artistes. Mais par contre, je pense que collectivement, dans le secteur culturel, on a un travail de représentativité à faire, de montrer autrement, montrer d'autres possibles, et d'exemples, de donner l'exemple. Ben là, tu vois, en fait, on peut parler de Rimbaud et de Verlaine tout en ayant une vraie réflexion sur le personnage de Mathilde Mottet, tout en ayant une réflexion féministe là-dessus, tout en lui donnant une vraie voix. Mathilde Mottet, dans notre spectacle, elle parle presque autant que Rimbaud et Verlaine, séparément, quoi. Et donc, oui, en fait, on peut montrer, nous, qu'on peut parler de deux grands monstres sacrés de la littérature, tout en laissant la place à Mathilde Mottet, là, qui était la femme de Verlaine, qui était également autrice et qui avait autrement aussi des choses à dire, quoi. Donc ouais, c'est notre boulot. Quelle est ta journée idéale? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai pas vraiment de morning routine et ces trucs-là. Ma journée idéale. Alors, je pense, je peux te dire mon week-end idéal, ça te va? Oui. Mon week-end idéal, je vais te dire, c'est vendredi soir, karaoké avec les potes, les potes. Voilà, dans mon quartier. On a un bar karaoké qui est absolument super. Et ça, c'est vraiment avec les potes. On va se coucher un peu tard, on boit des coups, on chante à tue-tête. Le lendemain, samedi, grasse mat. Puis après, tu vas voir un spectacle le samedi soir et plus calme. Et puis, petit repas peut-être en amoureux. Et puis, le dimanche, manifestation pour un peu changer les choses dans ce pays. Et manifestation cool, hein, oui, pas tout casser, bien pas sûr. tout casser, bien entendu, mais voilà, il y a quand même des choses à revendiquer. Bien sûr. Vous l'avez bien montré avec la réforme des retraites en France. Nous, ils sont en train de s'attaquer justement au système d'intermittence belge. Ils sont en train de nous sucrer notre. J'ai l'impression que là-bas il y a moins de problèmes chez toi. Alors il y en a moins en ce moment, c'est vrai, mais il y a aussi qu'en France vous êtes très fort pour faire parler des problèmes, et c'est une force, je pense. Nous, c'est plus un peu sous l'eau, quoi, comme ça. Et donc, c'est pas forcément simple. Et notamment, là, ces derniers mois, ils se sont vraiment beaucoup attaqués au système de ce que nous on appelle le statut du travail des arts, mais donc qui est l'équivalent de l'intermittence française. D'abord, ils ont voulu nous le sucrer, nous le limiter beaucoup plus que ce qu'il n'est. Et ensuite, là maintenant, ils sont en train de refaire des calculs un peu à l'image de votre réforme des retraites d'il y a quelques années. Ils sont en train de décider qu'en fait, quand tu bénéficies de notre intermittence, en fait, ça compte pas pour ta retraite.
Donc, Ah ouais. ouais, exact. Ah bon? Du coup, ton calcul de retraite se ferait quasi uniquement sur tes cachets. Et donc, en fait, ça réduirait à que dalle, quoi. Et donc là, on va se battre. On sera dans la rue le 14 octobre pour ça. Donc voilà, ça c'était un peu pour la blague du week-end fête et manifestation. Mais sinon, moi, je travaille globalement, si ce n'est les soirs de représentation. En fait, moi, je travaille 9-17 comme beaucoup de gens parce que on écrit des dossiers, parce que on fait des phases d'écriture. Après les phases d'écriture, ça se fait aussi sous forme de résidence où là on va bosser beaucoup plus d'heures pendant des durées plus courtes parce qu'on va sortir de nos vies, etc. Mais globalement, parfois je décale ma journée quand je joue le soir, et du coup je commence plus tard et je finis plus tard, mais globalement on est actif tout le temps. Enfin, Un livre, une musique que tu ne quittes jamais. ben, je l'ai dit au tout début, hein, One Ouais. Piece. Ouais. One Piece. Il faut savoir que ça fait presque 20 ans maintenant que je lis One Piece et ça fait 10 ou 15 ans que tous les dimanches, pardon, tous les dimanches, je lis mon chapitre de One Piece qui vient de sortir, puis je regarde un ou deux youtubeurs qui en parlent. C'est ma petite bulle d'air. Et d'ailleurs, ça parle aussi de changer les choses et c'est une œuvre qui est titanesque, qui a des milliers de personnages, qui aborde des sujets vraiment très intéressants et qui a une force du storytelling qui est très très intéressant. C'est surtout pas à négliger ce genre d'œuvre. Et puis bon, ça fait 25 ans que ça met tout le monde d'accord. Donc, à un moment donné, il a fait ses preuves. Prochaine date pour le spectacle Rainbow Verlaine. Alors normalement le 14 février à Saint-Gilles à Bruxelles. Et puis partout ailleurs. Mais il y a encore rien de prévu. On est en discussion avec tous les contacts pro qu'on a fait au Festival d'Avignon, mais il n'y a encore rien de précis. Ce sera probablement plutôt pour fin de saison et saison suivante. C'est une belle aventure, le Festival d'Avignon. C'est une sacrée belle aventure, le Festival d'Avignon. Il fait trop chaud. Oui. Il fait beaucoup trop chaud. Moi, je serais pour qu'on fasse une pétition pour que le Festival d'Avignon se déplace en mai. D'accord. Oui, ça peut être possible. Ce serait pourquoi pas, ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Avec le réchauffement climatique et tout, il y a besoin. Non, non, mais blague à part, ouais, c'est fou. 1700 spectacles cette année, des centaines d'artistes présents, des rencontres très, très, très intéressantes. Mais voilà, des conditions de production qui sont pas forcément faciles aussi. Quand même, peu de gens sur scène à Avignon sont vraiment rémunérés. C'est souvent des gros coûts pour les compagnies. Enfin, c'est pas que tout rose, mais c'est une vitrine indispensable. Ça, y a pas de doute. Ouais, c'est Et surtout quelle une chance. vitrine pour se faire des contacts. Ouais, c'est complètement ça l'objectif. Il faut se dire que même faire des salles combles payantes, sauf quand on est seul sur scène éventuellement, mais ça ne finance pas un Avignon. Donc personne ne fait Avignon pour jouer réellement. On fait Avignon pour faire des contacts pro, pour tourner derrière. Évidemment, on veut que les salles soient pleines par ailleurs pour alléger le coût et pour donner du style à ce qu'on fait, quoi. Mais parce que c'est chiant de jouer devant deux personnes. Mais c'est pas ça l'objectif. C'est vraiment avant tout une foire. Moi je dis c'est une grande foire aux bestiaux en fait, mais du théâtre. Mais par contre, quelle chance que la France ait encore des vitrines pareilles. Et c'est très très important. Ça maintient, et je dis ça en tant que Belge, bruxellois, qui est une scène incroyable. On a une scène incroyable, on a une culture incroyable à Bruxelles. Mais la France reste centrale et Avignon il est pour beaucoup. Ça c'est clair. 2026, tu seras là-bas? On sera pas à Avignon en 2026 parce que le Rimbaud Verlaine va pas y retourner, il est déjà allé 2 fois, donc ce serait plus intéressant. Mais et le suivant sera pas fini. Donc vraisemblablement plutôt 2027 avec le Aragon. Le suivant, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Sur Aragon et Elsa Triolet. Voilà. Ouais. Et là, tu travailles déjà sur l'écriture. Ouais. On a déjà ouais, j'aime bien dire qu'on a déjà 5 ou 6 bonnes pages de texte. Et puis alors plein d'idées qui sont pas encore vraiment couchées sur le papier, mais comme du coup on s'est éloigné de l'écriture là maintenant pour plutôt se concentrer sur la production, parce que justement ça sert à rien d'avoir un spectacle fini et d'être nulle part en production. Donc là on a écrit, on a fait 15 jours de résidence, plus pas mal de travail chez nous, qui fait qu'on a quelque chose à présenter pour travailler avec les partenaires, quoi, pour discuter avec les partenaires, mais les partenaires potentiels. Et là, par contre, c'est où? C'est à Toulon. Le Théâtre de la Méditerranée à Toulon est déjà partenaire.
Et alors, à Avignon, justement, le théâtre Épicène aussi est déjà partenaire. Donc maintenant, il nous faut plus de partenaires en Belgique. D'accord. Bon, ben merci Antoine pour Merci à cet toi. échange très Merci. instructif. Quelle est la question que je t'ai pas posée, que tu aurais bien voulu que je te pose? Waouh! Excellente question. Qu'est-ce que tu fous à Paris aujourd'hui? Oui, tu as fait un casting, Ouais, j'étais en hein? casting, ça me fait un peu rire, du coup, c'était un casting pour Plus belle la vie. D'accord. Donc, cette série fleuve dont on parle depuis je sais pas combien d'années, plus de 20 ans. Et donc ce serait marrant, ce serait pour un personnage qui sera là dans 5 ou 6 épisodes, ce serait marrant. Donc du coup, tu sais pas si t'es pris ou pas. Tu Non, vas le non, savoir non, et après. je le saurai probablement pas avant le 15 octobre. Donc Ce on va sera le peut-être te retrouver dans Plus belle la vie. Eh ben, si on me Hein? retrouve dans Plus belle la vie, on revient faire une petite interview. Si Eh tu ben veux. écoute, avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé Merci. sur Artop. Et puis moi je te souhaite plein de courage et puis plein de bonnes choses pour Rimbaud et Verlaine. Merci beaucoup. J'espère que le théâtre, que la pièce va tourner partout en France, même à Paris d'ailleurs. Hein. Mais on l'espère, Bah oui. on l'espère, on Ah ouais. l'espère. Voilà. Et nous on se dit à samedi prochain. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci, bon week-end et je vous embrasse. Bye bye. Salut. Au revoir. Au revoir. Le vase brisé. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail, fut fêlé. Le goût du thé fleuré, à peine. Aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour. Son eau claire a fui, goutte à goutte. Le suc des fleurs s'est épuisé. Personne encore ne s'en doute. N'y touchez pas. Il est brisé. Souvent aussi, la main qu'on aime, effleurant le cœur, le meurtrit. Puis le cœur se fend de lui-même, la fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il sent croître et pleurer tout bas sa blessure fine et profonde. Il est brisé, n'y touchez pas. Bravo. Bravo. Ah, Paul! Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as écrit de beau ce mois-ci? Ah, la nouveauté, encore et toujours. Eh ben oui, on est là pour ça, hein. Eh bien, puisque je n'y couperai pas, j'ai effectivement écrit quelque chose. Je serais heureux d'avoir votre avis. Vous m'excuserez, je suis quelque peu enroué. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ça s'appelle Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix, lointaine et calme et grave,
Elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Voilà. Ah, bravo! Je pense. Alors, Paul, encore un autre texte. Écoute, ce serait avec plaisir, mais ce soir, je ne peux vraiment pas. Mathilde l'attend. Ah, pour le mois prochain. Évidemment. Tu seras là. Bien sûr. Les amitiés à Mathilde. Je n'y manquerai pas. Alors, chers amis, ce n'est pas parce que Paul s'en va que la soirée s'arrête. Au contraire, qui a un poème à nous dire? Qui a un poème à nous dire? Vous n'avez rien écrit ce mois-ci? L'angoisse de la page blanche? Collectivement? Bon, bah écoutez, moi j'ai peut-être écrit un poème, mais je l'ai écrit hier soir. Alors je vous demanderai d'être indulgent, parce qu'il n'y a que moi qui écris, visiblement. Il s'intitule J'allais par des chemins perfides, douloureusement incertains. Vos chères mains furent mes guides. Si pâle à l'horizon lointain luisait un faible espoir d'aurore. Votre regard fut le matin. Nul bruit, sinon son pas sonore, n'encourageait le voyageur. Votre voix me dit « Marche encore ». Mon cœur craintif, mon sombre cœur pleurait seul sur la triste voie. L'amour, délicieux vainqueur, nous a réunis dans la joie. J'ai presque peur en vérité. Tant je sens ma vie enlacée à la radieuse pensée qui m'a pris l'âme l'autre été. Tant votre image, à jamais chère, habite en ce cœur tout à vous. Mon cœur uniquement jaloux de vous aimer et de vous plaire. Ah, la douceur de sentir la fin de la soirée. La fatigue charmante et l'attente adorée de l'ombre nuptiale et de la douce nuit. Croise tes cuisses sur ma tête, de façon à ce que ma langue, taisant toute sotte harangue, ne puisse plus que faire fête à ton cou, ainsi qu'à ton cul, dont je suis là jamais vaincu. Oh, ton con, qu'ils sont bons. J'y fouille, tant de la gueule que du blaire, et j'y fais le diable, et j'y flaire, et j'y farfouille, et j'y bafouille, et j'y renifle, et oh, j'y bave, dans ton con à l'odeur cochonne que surplombe une motte flave, et qu'un duvet roux environne, qui mène
au trou miraculeux où je farfouille, où je bafouille, où je renifle, où je bave, avec le soin méticuleux et l'âpre ferveur d'un esclave affranchi de tout préjugé. L'arrêt adorable que j'ai léché amoroso depuis les reins, en passant par le puits où je m'attarde en un long stage pour les dévotions d'usage, me conduit tout droit à la fente triomphante de mon infante. Là, je dis un salam alek absolument ésotérique, au clitoris rien moins que sec. Si bien que ma tête d'en bas, qu'exaspère tous ces ébats, s'épanche en blanche rhétorique, mais s'apaise dès ses prémices, et je m'endors entre tes cuisses, qu'à travers tous ces témoins tendres, la fatigue t'a fait détendre. Cher maître, nous sommes au mois d'amour, j'ai presque 17 ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voilà que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi j'appelle cela du printemps. Recevriez-vous sans trop d'ennui des échantillons de mon travail? Noir dans la neige et dans la brume, aux grands soupirails qui s'allument, leurs culs en rond, à genoux, 5 petits. Misère. Regarde le boulanger faire le lourd pain blond. Si je vous envoie ces vers, et cela en passant par Alphonse Lemaire, le bon éditeur, c'est que j'aime tous les poètes épris de beauté idéale. C'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai poète. C'est bête, n'est-ce pas, les enfants? Il voit le fort bras blanc qui tourne la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire. Le boulanger, au gras sourire, chante un vieillard. Dans 2 ans, dans 1 an, peut-être, je serai à Paris. Moi aussi, monsieur du journal, je serai poète. Je ne sais ce que j'ai là qui veut monter. Je jure, cher maître, d'adorer toujours les 2 déesses, Muse et Liberté. Ne faites pas trop l'amour en lisant ces vers. Ils sont blottis, pas un ne bouge, au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. Et quand, pendant que minuit sonne, façonné, pétillant et jaune, on sort le pain. Quand sous les poutres enfumées chantent les croûtes parfumées et les grillons. Quand ce trou chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie sous leur haillon. Ils se ressentent si bien vivre, ces pauvres petits pleins de givre, qu'ils sont là, tous, collant leurs petits museaux roses au grillage, chantant des choses entre les trous, mais bien bas, comme une prière, repliés vers cette lumière du ciel rouvert si fort qu'ils crèvent leurs culottes et que leurs langes blancs tremblotent au vent d'hiver. Venez, chère grande dame, on vous appelle. On vous attend. Ah, nous y voilà. C'est beaucoup trop long à moi. Ah oui, mais ça valait la peine d'attendre parce qu'aujourd'hui, Verlaine nous amène une nouvelle recrue. Ah mais oui, c'est aujourd'hui. Ouais. Paul m'a fait lire un de ses poèmes, c'est vraiment bien. Oui, c'est pas mal, mais bon, il nous envoyait que 2 poèmes, c'est difficile de se faire une idée avec si peu. Hein. Pour envoyer plus de poèmes et que monsieur puisse saisir son style, il faudrait qu'il ait de quoi se payer des timbres. Oh bah quoi, il n'a pas les moyens de se payer les timbres? Mais je t'ai pas raconté. Il n'a pas pu se payer de billet de train non plus. Il s'est fait coffrer en arrivant à Paris, hop, direct au poste. Heureusement que la famille de Mathilde était là pour le faire sortir. Mais il vient d'où? De Charleville-Messières. C'est où ça? Je sais pas, en province. Bonsoir. Ah, Les voilà! Comme promis, Arthur Rimbaud. bienvenue. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Alors, Merci.
Un duel? Oh. Ah oui, un duel! Ah oui. Ah si! Un duel, un duel, un duel. Un duel. C'est l'interdiction. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême.